Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo importante. Une vidéo que j'hésite à faire depuis longtemps, mais bon, il y a un moment, il faut que ça sorte. Cette vidéo va s'intituler l'importance de fonder une nouvelle Terre. Je dis bien fonder, car il faut la créer presque depuis le début. Il va falloir réfléchir sur toutes les constituantes de l'être humain. Il va falloir réfléchir sur toute l'organisation de la société. Il va falloir réfléchir ensemble sur comment fonder cette nouvelle Terre. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui plus que jamais auparavant? Eh bien aujourd'hui on a la connaissance, on a plein de choses qui nous permettent de nous rendre compte de l'état critique dans lequel nous sommes, absolument critique. Et pour vous démontrer ça, enfin pour vous en parler, je vais du coup discuter de l'ancien monde. Parce que s'il faut un nouveau monde, il y a l'ancien monde. L'ancien monde, celui dans lequel nous vivons actuellement. Et ce qu'il y a eu avant. Alors l'ancien monde, c'est quoi? C'est le monde de Dieu. C'est le monde donc des religions, de l'État et des pouvoirs comme ça d'État. C'est le monde aussi du coup où les rapports de puissance étaient directs entre l'État et le peuple, les rapports de puissance directs. C'est le monde où il y a eu des inégalités, il y a toujours eu des inégalités. Les inégalités sont normales, qu'elles soient d'ordre individuel, d'individu à individu, ou bien d'un État par rapport à d'une caste par rapport à une autre. Il y a toujours eu ces inégalités, et avant, elles étaient complètement assumées, mais elles avaient un avantage absolument fondamental, c'est qu'elles étaient interdépendantes. Donc, l'ancien monde, c'est quoi? C'est le monde de Dieu, le monde des rapports directs, et le monde des inégalités interdépendantes. Ce monde est mort. Ce monde est mort. Ça fait 100 ans, plus de 100 ans qu'il est mort. Beaucoup d'écrivains, que ce soit des traditionalistes ou bien des philosophes comme Nietzsche, ont parlé de la mort de cet ancien monde. Et clairement, ce monde est mort. Alors, reprenons les 3 points que je viens de vous énoncer et on va voir en quoi ils sont morts. Alors, aujourd'hui, Dieu est mort. C'est une des phrases les plus connues de Nietzsche. Dieu est mort parce que il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. Il y a plus, on ne croit plus à cette morale religieuse, on ne croit plus du tout à ce qui unissait le peuple derrière une croyance commune, donc cette croyance qui unit, la croyance de la religion, cela, on n'y croit plus. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était pour le premier point, le monde de Dieu. Donc, on viendra après pour comprendre ce que ça provoque chez chaque être humain individuellement. C'est là que c'est intéressant. Pour l'instant, je parle de la décadence systémique. Bientôt, je vais venir à la décadence individuelle. Et vous allez voir que c'est très... Ça fait peur, en fait. On doit réagir impérativement. Donc ça, c'était pour le premier point. Dieu est mort. Le deuxième point, les rapports de puissance directs. Alors aujourd'hui, vous le savez très bien, les rapports de puissance sont complètement indirects. Parce que ce que l'on appelle la décentralisation et la mondialisation, avec des pouvoirs et des entreprises décentralisées qui font travailler des gens à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher, tout ça, c'est la perte totale des rapports humains directs. Donc vraiment, là, on a complètement perdu le rapport direct entre les gens. Alors, en quoi est-ce que c'est grave? C'est simple, c'est simple. La perte des rapports directs fait qu'on ne peut plus agir directement pour changer notre état de fait, ce qu'on voudrait faire dans la vie. On ne peut plus décider de ça directement, puisqu'on n'a plus aucun rapport direct. Et donc, ça amène à 2 choses. Ça amène à une grosse faiblesse de la personne, enfin, énervement de la personne qui ne peut plus, ça énerve énormément les gens qui ne peuvent plus du coup agir sur leur propre vie. Et 2, ça fait qu'on se bat entre nous. Parce que si on s'énerve, et on s'énerve contre des entreprises décentralisées. Or, comme ces entreprises sont décentralisées, qu'elles sont basées en Amérique, au Canada ou n'importe où, eh bien on ne peut pas aller directement taper sur le siège de cette entreprise. Or, si on ne tape pas sur le siège, la colère, elle est quand même là, elle est bel et bien là. Je veux dire, quoi qu'on fasse, la colère est là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre voisin qui va prendre. C'est aussi simple que ça. La colère doit se dissiper et on n'est pas assez fort spirituellement pour le faire d'une manière intelligente, pour dissiper notre colère dans des écrits, dans des vidéos, dans je ne sais quoi. Donc du coup, on va taper sur le voisin. Et ça rend la compétition plus violente.
Ça, c'était pour le deuxième point. Et le troisième point, du coup, c'est le monde des inégalités assumées mais interdépendantes. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que tout le monde n'est égaux en droit. Tout le monde a une égalité des chances grâce à l'école. Ce sont deux énormes mensonges. Alors, le premier n'est pas tant un mensonge que ça. D'ailleurs, l'égalité en termes de droit, et donc le combat des féministes, n'a plus lieu d'être aujourd'hui, car la plupart des droits sont encore justement très égaux. Le problème, c'est qu'ils ne sont plus respectés par cette caste qui a tout l'argent. Ça sert à quoi d'avoir des droits où tout le monde est égaux si les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre de ne plus les respecter. Donc au final, il est là le problème. Le féminisme, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui car on est pratiquement égaux partout. D'ailleurs, les femmes ont certains avantages que les hommes n'ont pas. Je veux dire, pension alimentaire après le divorce, garde des enfants, 420 000 € de budget pour les femmes d'État, là. J'en passe et des meilleurs. On peut parler de congé maternité, ça c'est une nécessité quand même, hein. Faut pas abuser, les hommes, ne vous plaignez pas du congé maternité, je veux dire, c'est quand même une nécessité, hein. Mais bon, enfin bref, on nous fait croire du coup à l'égalité des chances à l'école. Grosse fumisterie, car ce qui détermine notre réussite à l'école, c'est notre famille directe et l'éducation que l'on a reçue de notre famille. Or, si ça, c'est pas justement une transmission héréditaire, alors fuck it. Et ce qui est une transmission héréditaire n'est pas une égalité des chances. La véritable égalité des chances dans un nouveau monde, ce serait alors, le fait que tout le monde puisse être heureux, quel que soit son degré d'intelligence et de motricité. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es handicapé, tu peux trouver un poste qui, en tant qu'handicapé, te rendra heureux. Un poste artistique, un poste quoi que ce soit. Si tu es complètement idiot, mais que tu es quand même fort physiquement, tu pourras trouver un travail physique qui te rendra heureux sans pour autant trop t'épuiser comme un esclave. Et si tu es intelligent, eh ben, tu pourras trouver un travail intellectuel, pas très physique du coup, mais qui du coup te rendra heureux. Et ça, ce serait une véritable égalité des chances. Ce serait en fait la vraie égalité des chances, ce serait quelque chose qui permette à l'entièreté du panel d'êtres humains, donc des possibilités d'êtres humains et de ce qu'ils peuvent devenir, quelque chose qui permet du coup de rediriger l'entièreté de ce panel d'êtres humains vers un bonheur individuel. Ça, ce serait une véritable égalité des chances. Bon, bonheur, il y a aussi de la pyramide de Maslow un peu. Donc, qui dit bonheur dit il faut que les besoins primaires, etc. Tout ça, ça doit suivre, hein. Mais bon. Alors, voilà. Donc là, on a parlé de la décadence systémique. Et aujourd'hui, on est en phase finale de cette décadence. Alors, à l'époque de la monarchie, on avait la religion. Et on avait du coup on avait surtout les 3 points que je viens de vous énoncer, c'était genre très très présent à l'époque de la monarchie. C'est-à-dire que les rapports de force étaient interdépendants, etc. Mais franchement, on peut se poser cette question de est-ce que c'était mieux avant, le côté monarchie là, quand c'était encore sincère en fait. Parce qu'à l'époque, le gueux savait que c'était un gueux, mais au moins le paysan, il valait rien et il savait que c'était un paysan et qu'il valait pas grand-chose. Seulement, il savait aussi que s'il arrêtait de produire de la nourriture, le roi, il crevait de faim. Donc, je veux dire, au moins il sait que c'est un paysan et que c'est un gueux qui vaut pas grand-chose, mais il a quand même encore du pouvoir. Aujourd'hui, le gueux, l'esclave, le peuple, la masse confuse, difforme et superflue, eh bien, elle ne sait pas du tout. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle vaut. Tu vois. Elle ne sait pas du tout agir sur les hautes têtes de l'État et sur l'argent, sur là où se centralise l'argent. Donc, nous sommes dans une phase finale de décadence où tout est en train de mourir et nous sommes en train de revenir à un état de nature absolument terrible. Et on va y venir à ça, en fait, c'est la décadence individuelle. On arrive à une décadence individuelle spirituelle aujourd'hui, et je vais reprendre encore une fois les 3 points du début pour vous montrer ce que je veux dire. Aujourd'hui, Dieu est mort. Dieu est mort, donc plus de croyance,
plus de croyances de type religion, plus de croyances qui nous unit, mais surtout plus de croyances qui rectifient l'être humain. Parce qu'il y avait un avantage qu'on ne peut pas enlever aux religions, c'est que même si elles nous empêchaient de réfléchir, parce qu'à cause du dogme et plein de choses, plein de systèmes dans les religions qui avaient tendance à circonscrire notre réflexion, eh bien, la religion avait quand même un avantage, c'était de pas nous proposer, mais nous imposer une morale qui était viable, une morale basée sur des vertus. Des vertus d'être humain, des vertus qui permettent aux êtres humains de vivre ensemble. Donc, qui dit perte de cette religion, dit perte des vertus qui faisaient justement le vivre ensemble avant. Et en plus de ça, on est face à un autre problème qui, grâce à Internet, comme vous le savez, l'avènement du marketing et l'avènement du spectacle fait que nous n'avons plus de croyances, et donc de croyances basées sur la vertu, pour filtrer ce que l'on veut voir ou ce que l'on ne veut pas voir. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve face à un phénomène de faiblesse crédule de masse. Les gens sont faibles et sont naïfs aujourd'hui et tombent facilement aux mains du marketing et aux mains des loisirs de type divertissement, comme Netflix, comme tout ça. Ces loisirs de divertissement sont là uniquement, justement, pour faire ce que ce mot veut dire, divertir, c'est-à-dire nous apprendre à ne plus voir les choses réelles, mais plutôt mettre notre attention sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc le drama, le drama, Twitter, tout ça, c'est des conneries. Franchement, c'est terrible. Voilà. Plus de rapport direct. Maintenant, on est au deuxième point. Ça, c'était pour Dieu est mort. Maintenant, plus de rapport direct. Eh bien, le fait qu'il n'y ait plus de rapport direct entre nous, ça fait qu'on ne peut plus régler nos situations à l'amiable. C'est-à-dire que si jamais je suis rentré dans la voiture de mon voisin, eh bien, je peux régler avec mon voisin directement. Alors, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Écoute, moi je m'engage, je te file cette somme d'argent pour que tu puisses réparer ta voiture. Je m'excuse, c'est de ma faute, tu vois. Ça, c'est un règlement à l'amiable. Et ça, on le perd. On le perd dans toutes les strates de la société. Aujourd'hui, si tu veux ton permis, tu dois aller faire une demande sur Internet. Je veux dire, c'est tout, partout où tu vas, on est en train de perdre le rapport direct. Boursorama Banque, la banque postale, c'est quoi ces conneries là? Des banques décentralisées. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et c'est-à-dire que Boursorama Banque, si tu as un problème, c'est simple, c'est une banque où si tu as un problème, tu peux faire les démarches que tu veux. Ça va prendre plusieurs mois pour que ces démarches soient répondues au siège de Boursorama. Et en gros, si tu as un problème avec ton compte, ton argent leur appartient et tu vas mettre des mois avant de le récupérer. Super, c'est une belle banque ça. Et donc du coup, voilà, alors, perte des rapports directs, j'ai failli me perdre, si je me suis un peu perdu quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous ne savons plus, si les rapports ne sont plus directs, nous ne savons plus quel est le degré de violence de nos actes. On ne se rend plus compte que derrière ça là, derrière ce micro, derrière cet ordinateur, derrière cette télé, derrière plein de choses, derrière ça il y a des milliers d'heures de torture d'êtres humains. On ne se rend pas compte de ça, on n'arrive pas à mesurer parce que c'est trop loin de nous. On n'arrive pas à mesurer la violence de nos actes, la violence de ce que nous alimentons. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Quand on voit un steak arriver, on ne se pose pas la question de la vie de l'animal qui a terminé en steak. Je m'en fous de l'abattage, hein. L'abattage, c'est cruel, mais c'est l'abattage. Enfin, je m'en fous, hein, pas vraiment en fait, parce que c'est quand même assez terrible aussi. Mais la vie de l'animal, dans une cage, ça c'est pas beau à voir, hein. Donc, c'est exactement pareil lorsqu'on achète une télé, toutes les actions que l'on fait, on ne sait plus mesurer la violence de ce que l'on alimente et de nos actes. Alors, si on ne sait plus mesurer la violence de nos actes, on ne sait plus, du coup, être non violent dans notre compétition. C'est-à-dire que c'est la perte des rapports directs qui va permettre à la compétition extrêmement cruelle au sein des entreprises et entre les entreprises de se bouffer la gueule sans aucun état d'âme en fait. Parce que tout est trop décentralisé, tout est trop... il n'y a plus assez d'interdépendance justement pour nous faire nous rendre compte qu'en face de nous, on a aussi des êtres humains.
Et donc, inter-entreprise et non, intra-entreprise et inter-entreprise, eh bien, on se retrouve face à dans des compétitions extrêmement cruelles où les salariés en prennent pour leur grade parce que ça devient encore plus des esclaves. C'était mon deuxième point. Et le troisième point, du coup, bon, j'ai commencé à piétiner dessus un petit peu, c'est du coup les interdépendances, l'inégalité assumée. Voilà, ça c'est le troisième point, c'est l'inégalité assumée. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Les inégalités sont complètement niées. On ne sait pas si les choses sont égales ou pas. On ne sait plus. Féminisme, tout ça. On est dans une espèce de paradigme où tout le monde est égaux. Pourtant, je vois toujours pas de femmes maçons. Mais voilà, les inégalités sont complètement niées. Du coup, on ne sait plus du tout contre qui, ou plutôt, on ne sait plus pourquoi on est dépressif. Parce que l'égalité des chances, tout ça, on a tous eu les mêmes chances, mais oui, on est pareil, les hommes et les femmes, on est pareil, on est fait pour les mêmes systèmes, et on a les mêmes chances, on est tous aux mêmes écoles, il y a des écoles privées qui valent cher, et seulement les familles de riches vont là-bas, mais c'est pas grave, on est quand même égaux, c'est l'égalité, et pourtant, je suis dans un boulot qui me plaît pas, et je suis dépressif. On ne sait plus pourquoi on est dépressif aujourd'hui. Ça, c'est à cause du paradigme de l'égalité. C'est une connerie sans nom. Rien n'est égaux, rien n'est égal dans cette vie. Nous ne sommes pas égaux. On peut être égaux en droit, ce qui est presque le cas aujourd'hui, mais on ne peut pas être égaux spirituellement, physiquement. Et c'est pour cela qu'on doit être complémentaires. C'est ça la réalité, la réelle égalité des chances. Mais on ne la connaît pas celle-là. Ça existait à l'époque des nomades et ça existait à l'époque des tribus. Donc les sociétés nomades, les sociétés tribales arrivaient à faire une véritable égalité des chances dans le sens où le plus con pouvait être utile au groupe. Donc la pyramide du Maslow était viable même pour le plus con de la tribu, même pour le plus handicapé de la tribu. Bon, maintenant c'est plus le cas. Maintenant l'handicapé il est dans la merde. Ou la fille pas très belle, elle va être dépressive de ouf et elle va pas comprendre. Bon. Quoi d'autre? Ah oui, dernier point avant d'arriver à la conclusion. La seule relation... Nous ne sommes plus interdépendants aujourd'hui. C'est-à-dire que le prolo de base comme moi et le député à la tête de l'État, là, on n'a plus aucune liaison. La seule liaison que nous avons, c'est le cordon de CRS. Voilà. La seule chose qui nous relie au monde complètement différent, complètement rien, qui n'a rien à voir, où l'argent n'est plus du tout la même chose. Et la seule chose qui nous relie, c'est le cordon de CRS. Donc on fait quoi? On fait quoi, franchement? Cet état de fait, parce que si la seule chose qui nous relie, c'est un cordon d'une violence sans nom, qui a en plus la justice de son côté, la justice est toujours du côté des flics, et la justice est du côté de l'argent aussi, malheureusement. Et donc du coup, on se retrouve face à une résignation de toutes ces prolétaires comme moi, totalement résignés à notre propre vie, résignés en fait à faire face à notre propre vie, car nous sommes des esclaves, on n'a plus envie de rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux aller te battre contre l'État, tu vas terminer en prison, c'est tout ce que tu vas gagner. Et les prisons en France, c'est parmi les pires en termes de conditions de vie. Je veux dire, t'as pas envie d'aller dans une prison française, parce qu'elles sont toutes remplies à 140%. Et t'es là, c'est terrible, je veux dire, t'es vraiment face à une espèce de... Voilà, résignation de l'être face à sa propre vie d'esclave. Et c'est comme ça que naît la morale de l'esclave, la morale de la passivité. Moi, ça me fait toujours terriblement... Ça me rend très triste de parler à des gens chez qui je vois la morale de l'esclave en action, tu vois. Des pères de famille un peu ruinés, des vieilles femmes complètement qui n'ont pas trouvé ce qu'elles voulaient dans la vie parce qu'elles ont trop cru à des faux paradigmes du style féminisme. Ça me rend dingue. Et en plus, par mon travail, j'ai la chance d'avoir pu rencontrer énormément de ces gens-là pour bien me rendre compte de la misère
de tous ces gens qui sont résignés, en fait, résignés, et qui ont adopté la morale de l'esclave. J'arrive donc à la conclusion de cette vidéo par quelque chose qui fait très peur. C'est ce par quoi j'ai commencé presque la vidéo, c'est pour vous dire que quand toutes les facettes, quand toutes les envies, quand toutes les recherches de l'humain, quand tous les besoins, quand tout ce que peut vraiment rêver un être humain est garanti par le fait d'avoir de l'argent. L'argent, tu te payes tout, hein. Tu te payes les femmes, tu payes le logement, tu payes tout ce que tu veux. Quand tout cela est garanti par le paradigme de l'argent, le système de l'argent monétaire, eh bien, on se retrouve face à une régression spirituelle drastique de l'être humain vers sa nature primale. Quelle est la nature primale de l'être humain? La nature primale de l'être humain, c'est tu prends un homme et tu fais l'expérience philosophique de l'homme à l'état de nature, tu vas le mettre dans une forêt et tu regardes comment il agit. Tout ce qu'il va faire, c'est vivre pour lui-même, pour sa survie, et il va bouffer sans aucun état d'âme tout ce qu'il trouve, et il va vivre comme un animal. Eh bien, quand tout tourne autour de l'argent, l'homme retombe dans son état primal d'être humain, car ses besoins ne sont plus des besoins primaires, mais ce sont des besoins contrôlés par ce même système de l'argent. Et en fait, tout tourne autour de cet argent. Mais il faut comprendre une chose, hein, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo qui a fait le plus de vues, là, 40 000 vues là. L'argent, c'est une conspiration gigantesque, une immense conspiration, une croyance collective, comme quoi un billet vaut de l'argent, tu vois. Et bien c'est cette croyance collective-là qui, à la base, on s'y plaît à l'alimenter nous-mêmes, mais qui au bout d'un moment va nous contrôler nous-mêmes et contrôler nos besoins. Parce que telle ou telle personne à la télé nous a dit que acheter telle ou telle machine à café, c'était bien. Donc ça devient un besoin. Donc c'est ainsi que l'être humain se soumet justement de tout son être à ce système vide de sens qu'est l'argent. Parce que l'argent ne contient pas de philosophie. Ou plutôt, elle contient une philosophie extrêmement négative. Une philosophie du vampirisme. Et quand on se soumet à quelque chose de vide, eh bien, tout ce qu'on crée en nous, c'est un vide. Un vide de raison, un vide de sens derrière nos émotions, un vide de vide de sens derrière nos émotions, c'est aussi le vide de, du coup, le fait de s'énerver pour rien. C'est vraiment ce que dénonçait Nietzsche dans son autre livre d'une violence sans nom là, que j'ai lu là, la fin j'ai oublié, bon c'est pas grave. Voilà, en tout cas l'état ultime de l'asservissement de l'être humain, c'est l'état primal de cet être humain. Nous sommes aujourd'hui devenus le peuple, la population superflue. Nous sommes devenus des animaux. Et l'homme d'aujourd'hui n'a jamais été aussi... L'homme n'a jamais été aussi proche de son état primal d'il y a 45 000 ans, où c'était peut-être un singe, qu'aujourd'hui. On a retrouvé notre état de singe aujourd'hui. Je vais donc voilà, vous comprenez du coup l'urgence de fonder une nouvelle terre, et je vais faire d'ici peu une vidéo pour vous expliquer comment, individuellement, comment on peut fonder une nouvelle terre basée sur des systèmes beaucoup plus sains. Je vous remercie, passez une bonne journée malgré cette vidéo.